Ici Christophe Magius, la voix de la WWE dans les Europes. Salut la compagnie, ici Jean Brassard. Ici Michel Le Tourneur. Bonjour amateurs de lutte, ici Raymond Rougeau. Ici Santino Marella. Ici Speedball Mike Bailey. Ici PCO, the French Canadian Frankenstein. Vous écoutez, soyez-y, mesdames, messieurs, avec Marc Blondin et Hanson GF. It's alive! It's alive! Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs, votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. Mon nom est Hanson GF, en compagnie bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend, l'homme au mollet d'acier, The Molletator, The Mullet Man, The Mall. Je sais pas le reste. Et comme dirait mon ancien partenaire Sylvain Grenier, tous les gros ont de gros mollets, j'ajoute à cette liste. Sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, mesdames, messieurs. Bonne Saint-Jean, mon cher partner. Oui, bonne Saint-Jean, toi aussi. Pour nos amis français, c'est la fête nationale du Québec. Le 24 Et nos amis juin. belges. Nos amis belges et même les gens en de Afrique. l'Afrique. Ben oui. Nos amis suisses. T'as beaucoup d'amis suisses, Marc? Non, mais le sim, oui. Ouais, le sim, là, il est international. On ne dira jamais assez. Oui. Et d'ailleurs, ça nous a donné l'idée du thème de cette semaine, International. Wow, quel beau lien. Cette semaine, on va vous parler de lutte internationale, mais avant d'en parler, Marc, Simmania 6 à Sainte-Madeleine, le 12 juillet prochain. Les matchs sont annoncés. Oui, et la publicité commençait d'être un peu plus, m'en allait dire féroce, mais un peu plus intensive. Ouais. J'ai vu le open mic de Handsome GF, mais ce qui est important de savoir, ce que toi, tu sais pas, c'est que tu vas être là, en gear, prêt à lutter, parce que j'ai un ou des défis pour toi ce soir-là. Et ça ne sera pas Gilbert. Le pissou à Gilbert Delorme n'a pas accepté mon défi. Incroyable. Parlant de Gilbert, c'est le podcast sort aujourd'hui, mardi. Oui. Donc le 25. Et c'est aujourd'hui qu'il se fait opérer. Alors, nos pensées sont avec lui. Ah oui, il faut opérer pour vrai. Là. C'était pas une histoire, tout ça. Là. Ben non, c'était pas une histoire. M'allez le voir à l'hôpital. M'allez le voir à l'hôpital et faire un rêve Non, d'enfant. il y a des comment t'appelles ça? Il y a des policiers à la porte qui, juste à cause de toi, là, on a payé des policiers 24 sur 24, là. Tabarouette que tu as du budget, c'est incroyable, mais... J'ai pas de budget, ça me fait rien de mettre la maison de ma femme sur le... C'est elle qui va perdre, mais tout ça à cause de toi, parce que on sait pas ce que tu peux faire depuis que tu veux te battre avec lui, là. Ça dure depuis une éternité. Oui, mais n'oublions jamais, Marc, que la meilleure chose que tu as faite dans ta vie, c'est que tu as très bien marié. Exactement. Donc, Simmania 6, tu l'as dit, vendredi le 12 juillet prochain, on est allé livrer les billets physiques au camping Sainte-Madeleine. Et Est-ce que le show est au camping? Hey, arrête. Le show n'est pas au camping, il est au terrain des loisirs avec une structure, donc tout ce qui était la glace l'hiver, là, qui est la surface... je cherche mes mots ce matin, là, cimenté. Oh. Cimenté. Alors, tout est couvert. Et il y a une estrade pour le camping. Il y a 2, 3 estrades pour les gens de la municipalité. Alors, ces gens-là ont un rabais, les visiteurs du camping et les gens de la municipalité. Alors, informez-vous. Et pour le reste, la carte est disponible. Le plan de salle est disponible sur lepointdevente.com. On a, écoute, on a de la place, ça, c'est sûr. Il y a déjà des tables VIP. On est rendu à 6 tables VIP de partie. Alors, ça va bien.
Hâte de voir tout le monde de la Rive-Sud venir le vendredi au Beach Party à Sibmania. Comme un beach party, c'est quoi? Hey, venez vivre ça, les auditeurs. Moi, je n'ai jamais vécu ça. J'ai très hâte de le vivre. Alors, mes palmiers seront là, le boombox sera là, Ansem mangera une volée. Non, Ah, ça va hey, être hey, hey, parfait. hey, 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 hey. Marc, sautons dans le vif du sujet. Cette semaine, on parle de lutte internationale. Oui, oui, lutte internationale qui est une période marquante et juste pour vous expliquer comment j'étais pas un gars de lutte. En 86, quand je suis entré à WWF, je savais même pas que lutte internationale existait. Je savais qu'il y avait de la lutte et je Oh connaissais boy. pas rien. Moi, j'étais dans les beach party, j'étais dans les équipes de balle molle, mais je n'étais pas un gars de lutte. Donc, je ne le savais pas. Alors, j'ai appris plein de choses. Et bien sûr, on sait la fin que Vince, qui a fait partout à travers l'Amérique du Nord, aller chercher les meilleurs talents, a tué. Ouais. C'est sa lutte indie. Puis on a deux invités vraiment intéressants. Vous ne serez pas surpris d'apprendre que le professeur Bertrand Hébert est là pour nous relater. Et je suis certain, puis je pense toujours à Gaétan Julien. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est comme moi, un vieux de la vieille. Ouais. Et il a connu ça. Les jeunes qui n'ont pas connu ça, qui ont juste vu, qui voient All Elite ou qui voient WWE, écoutez, vous allez comprendre comment ça se passait dans ce temps-là. Il y avait de l'émotion, c'était de l'intensité. Beaucoup de choses que vous pouvez revoir sur YouTube, mais sans l'émotion d'être là vraiment. Et Bertrand et l'autre invité que tu connais, François Poirier, Frank Blues, tu as lutté contre lui. Lui aussi, tu as sacré une volée. Ouais, écoute, ils m'ont peut-être pas sacré une volée. C'était le show 25e anniversaire NCW. J'étais champion du monde québécois NCW à ce moment-là. Un match contre Frank Blues, qui est un ancien champion, un fondateur de la NCW, qui était encore un très bon athlète quand je l'ai affronté, avec Bertrand Hébert dans son personnage de la mafia du Booker, avec ses grosses lunettes, les bretelles, toute la patente, comme arbitre invité. Et ça a fait tout un match. Et j'ai perdu contre Frank Blues sur un petit paquet. Et le pop de la foule. Faudrait que je te retrouve la vidéo, Marc, là-dessus, mais un match bien monté, une belle histoire. Puis Frank Blues qui est sorti du show 25e anniversaire comme champion de CW. Mais un maudit bon gars, une très bonne tête de lutte. Fait partie de la garde rapprochée de Bertrand Hébert. Donc, très intéressant de l'avoir en entrevue. Mais avant tout, il faut mettre la table. The table is button. Et on va tout de suite avec la chronique historique avec le professeur Bertrand Hébert. On est content de retrouver l'homme à la grosse main. Il me fait rire à chaque fois qu'il fait ça. Mais oui, je sais, on te demande, c'est OK qu'on enregistre. C'est parfait. Le timing est bon. Toujours content d'être avec lui. Notre ami, le professeur Bertrand Hébert, vacancier durant l'été à cause d'une opération à l'ongle de l'index. Tu n'as qu'à bien, mais c'est correct. Tu avais une question pour moi. Oui, j'ai une question pour toi. Je veux savoir ce qu'ils ont en commun les personnages suivants. Jacques et Raymond Rougeau, Dino Bravo, Ricky Martel, Tom Zink, Frenchy Martin, Pat Patterson, Guy Horry, Édouard Carpentier, Little Beaver, Jean Ferré, Hulk Hogan, Butch Reed, Greg Valentine, Jim Brunzell, Lord Alfred Hayes. À part Butch Reed, les autres ont tous la même mère. Non. Tous ces gens-là étaient à WrestleMania 3 pour faire de cet événement un événement mémorable. Et ce sont tous des gens qui étaient également présents à un moment donné ou à un autre dans les 7 dernières années dans le territoire de Montréal, mieux connu aujourd'hui sous le nom de lutte internationale. On peut même ajouter Big John Studd et King Tonga, qui ne sont pas sur la carte de WrestleMania 3, mais qui étaient partie intégrante du roster de la WWF. Tu pars fort. On part fort, hein? Oui, donc, monsieur. Écoute, on va connaître ce on appelle dans notre livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut, moi et Pat Laprade, le sousi de Jean-François Kelly, le dernier âge d'or de la lutte au Québec. Donc, en 1980, Gino Brito hérite du territoire de son père qui est décédé et de l'Office de lutte
si on veut, qui vient de connaître des deux années. Bert, les jeunes de notre âge, toi, tu es plus jeune que moi, là, mais faut que tu expliques c'est quoi l'Office. Écoute, je parle à des jeunes, puis là, dans le temps, l'Office, ils n'ont aucune idée de quoi on parle dans le monde de la lutte quand on dit l'Office. Mais l'Office, c'était la direction, c'était le bureau, dans le fond. Les gens qui travaillent dans le bureau, si on veut traduire ça au littéral. Moi, une des photos qui me fait le plus triper dans la semaine prochaine, si Dieu le veut, c'est une photo qu'on a de Frank Valois, Dino Bravo, Gino Brito, littéralement dans l'Office, c'est-à-dire dans le bureau, avec les photos qui décorent le bureau historique de la lutte à Montréal. Parce que c'est ça. Puis quand tu parles à Great Samu ou à King Tonga, il dit in the office wanted this. Puis après ça, à la WWF, ça a été longtemps comme ça. L'Office, c'était Pat, c'était Vince, c'était les autres agents. Donc, c'est ça. L'Office, c'est cet élément-là un peu mystique de ce temps-là qui était totalement kayfabe. Merci pour l'explication. Secret. Donc, en 80, quand tu prends le territoire en main, ça va pas bien. On n'a pas de télévision, les salles sont vides, mais on a beaucoup de volonté et le géant Ferré a un amour pour Montréal parce que bien sûr, il a commencé ici avec Grand Prix. Fait que par conséquent. Grand Prix est où, là? Ah, ça, c'est le début des années 70. Là on est en 1980. Ça n'existe plus, là. Ça n'existe plus. Pas. Donc, la lutte. Les as de la lutte n'existent plus non plus, ce qui était la promotion de la famille Rougeau. Donc, dans les années 60, il y a toujours eu de la lutte. Il y a toujours des promoteurs. Et c'est là que le père de Gino va avoir repris ça ultimement, mais c'est pas profitable. Ils vont pas en tourner. Ils vont lutter seulement, ils vont avoir l'Office au centre Paul Sauvé puis le Paul Sauvé, qu'ils ont un peu hérité, si on veut, des As de la lutte, là, qui était le point d'opération des As de la lutte. Un superbe building en passant, qui malheureusement a disparu pour la lutte aujourd'hui. Et là, il va, avec l'aide du géant Ferré, pouvoir se lancer. C'est-à-dire le géant Ferré et Frank Valois vont devenir partenaires. Et là, on va appeler ce qui va s'appeler les promotions Varoussac dans la réalité. Donc, Valois, Roussima, Facucella, qui est le véritable nom de famille de Gino. Et on va lancer cette promotion-là et engloutir une tonne d'argent dans la première année parce qu'on n'a toujours pas de télé. On va faire la promotion dans les journaux d'écouter la lutte. Qui vient sur la station ABC de Burlington avec vos oreilles de lapin pour écouter la lutte de New York de la WWF. Et on va utiliser ces gars-là qu'on voit sur cette télé-là souvent à Montréal. Donc, Lou Albano, Pat Patterson va venir. Mais il n'y a pas rien qui va vraiment permettre des succès incroyables. Par contre, on va avoir la chance en 1980 pour la promotion, d'avoir le premier combat Hulk Hogan contre Andre the Giant, qui est la revanche du combat au Shea Stadium, et qui va être dans les premières grandes foules, voire sell-out de la promotion. Ça permet de passer C'était où, ça? On est toujours au Centre Paul Sauvé. C'est la seule place qui performe. Pour le moment, c'est leur maison. Paul Sauvé. Et on va commencer à aller en province quand on va finalement avoir la télé. La télé nous arrive le 7 décembre 1980. Donc, on annonce dans les journaux soudainement que de regarder Télé 7 et qu'il va y avoir de la lutte en français avec des lutteurs d'ici. Et c'est là que la fameuse émission mythique des studios de Télé 7 à Sherbrooke, donc building d'ailleurs qui vient d'être mis en vente et qui est fermé par TVA. Donc, malheureusement, le rêve de présenter un gala de lutte à nouveau à cet endroit-là s'achève et se termine avec la disparition des installations de TVA à Sherbrooke. J'ai travaillé là, moi. Oui, c'est vrai. Ben vrai. oui, ben oui. Ouais. Mais donc... Veux-tu t'en compte une bonne? Ouais, vas-y. Écoute, anecdote. Il y avait un lecteur de nouvelles, Marius. Oui. Me semble son prénom. Il n'était pas grand, à peu près la même grandeur que moi, peut-être un peu plus petit. C'est rare, ça. Oui, c'est très rare, très rare. Et il était, à ce moment-là, hautain
comme j'ai rarement vu quelqu'un d'être hautain. Et OK. pour lui, la lutte, c'était du bas de gamme. OK. Et pour promouvoir la nouvelle saison, ils ont fait des plein pieds grandeur nature. Tu sais, comme on peut Ouais. acheter en carton là, de Rock. Puis ils en ont fait un de moi qui était pas loin du sien dans la promo. Et je me souviens comment que pour lui, c'était, en tout cas, ce que j'ai ressenti, là, dégradant d'avoir sa photo plein pied, non loin de la mienne, qui était le gars de la lutte. Fin de l'anecdote. C'est les joies et les aléas de cette époque-là. En 81, donc, c'est le couronnement de Dino Bravo comme champion international. Dino et Gino sont toujours proches et là, Dino va revenir des États-Unis à temps plein pour devenir le champion international et la pierre angulaire de toute la promotion. Dino va donc succéder à Johnny Rougeau là, dans le rôle du Québécois champion. C'est aussi la bataille des Mad Dog. Mad Dog Vachon va revenir mettre le Mad Dog Lefebvre sur la map. Pierre Lefebvre, qui était un ami proche de la famille Rougeau, ça va lui donner tout un personnage. Il y a déjà eu une rivalité avec, il va avoir une rivalité avec Raymond Rougeau également. Donc, c'est vraiment là, c'est comme la mise en place. Moi, je commence à être un fan de lutte en décembre 81, un an après que la télévision soit arrivée. À cause grâce à la télé? Ben oui, je suis tombé sur une entrevue de Pierre Lefebvre. Puis on est tombé en amour, moi et mon frère. Ça dure encore. Et mais ça vous donne juste une idée, là, ça a été long, là, donc, parce que ce qui est arrivé avec Télé 7 à ce moment-là, c'est que le câble s'est implanté un peu partout au Québec. Nous, c'était avec le câble, quand le câble est arrivé chez nous, c'est là qu'on a eu accès à Télé 7. Sans ça, par les ondes normales, Télé 7, ça se rendait pas jusqu'ici. Avec l'apparition du câble, Télé 7 se retrouve dans un paquet de foyers au Québec. Par conséquent, un paquet de gens, dont nous, tombons sur la lutte. Et là, c'est un peu là que les codes d'écoute explosent et par conséquent, la vente de billets explose. Ce qui est une corrélation que Gino nous a expliqué en long et en large lorsqu'on a préparé notre livre à la semaine prochaine, si Dieu le veut, dont j'invite les gens, s'ils veulent avoir la version complète de cette histoire-là et beaucoup plus, d'aller le demander à votre libraire. Ou de contacter Bertrand en privé. Exactement, Bertrand en privé ou Pat Laprenne en privé ou contactez votre libraire, ils vont être en mesure de vous en obtenir une copie. Il est aussi disponible en ligne en version e-book. Donc, en 82, on est en solide posture. On fait toujours affaire avec la WWF de New York. Bob Backlund va venir défendre sa ceinture. Pat Patterson va revenir, va faire équipe avec Pierre Mad Dog Lefebvre après être devenu un méchant, qui était le rôle de prédilection de Pat, qui jusque-là avait été un babyface. Quand tu parlais de Dino Bravo tantôt, là, champion et tout, il est brun et il est babyface. Oui, il est les cheveux bruns, c'est un super-héros, c'est l'homme le plus fort au monde, c'est les tests de force, il va faire du bench press dans le milieu du ring, comme il a fait à la Royal Rumble, mais cette fois, il va réussir sans aucun problème. Donc, tout ça découle là, relativement rapidement et avec la pénétration de Sherbrooke avec le câble, Dino devient une superstar. En 82, on a aussi l'arrivée de Billy Robinson comme adversaire pour Dino Bravo avec son gérant Lord Alfred Ace, que j'ai mentionné tantôt, que les gens ont vu à la WWF longtemps et que Marc a peut-être croisé. Et avec qui j'ai travaillé en français, alors qu'il parlait à peu près 3 phrases en français. Ben, il était capable de parler du français. Un peu, oui. Mais pas pour décrire pour faire 1 heure de télé. Ah, ben là, ça, c'est une autre histoire. Par contre, on s'entend qu'il parlait plus français que la majorité des autres annonceurs. Ben oui. Mike Rotendo va faire ses débuts dans la lutte à Montréal à cette époque-là. IRS, à la WWF. Le père de Bray Wyatt, on en a parlé. Bon, on va avoir un combat Hogan contre Dino Bravo au Paul Sauvé. On va avoir un Hulk Hogan contre Andre the Giant à nouveau. Et on va même avoir le retour de la lutte au Forum. Donc, ce qui était une première depuis les années 70. Armand Rougeau va faire ses débuts.
Donc, 82 est une belle grosse année qui bouge, puis qui avance, puis les choses vont bien. Centre pas sauvé, combien de personnes en 82 est là? Parce que je suis jamais allé, moi. Le centre pas sauvé, là, quand il va fermer, ils sont à peu près à 8000 de capacité. C'est un petit peu plus que ça à cette époque-là. Parce qu'il y a eu des rénovations dans les dernières années avant que la lutte internationale ferme. Et le building va bouger un peu. Là. Mais la moyenne au Paul Sauvé devait tourner autour de 3000 personnes présentes avec des pointes. Là, j'ai vu des pointes à autour de 10 000 puis des choses comme ça. Là. Parce qu'à l'époque, et c'est une des choses qui a changé aussi en cours de route, c'est-à-dire c'est le nombre de personnes qui achètent des billets debout. Les gens ne se souviendront pas peut-être qu'on vendait des billets debout. Donc, quand il n'y avait plus de billets assis ou le billet le moins cher était un billet debout qui permettait d'aller s'asseoir, bien sûr, si des sièges étaient vides. Mais quand c'était à pleine capacité, là, il y avait des billets debout. Et ça, c'est le nombre de personnes-là permises debout, c'est quelque chose qui va bouger probablement pour des règles de sécurité et autres au fil du temps. En 83, c'est l'arrivée de Superstar. Le Mass Superstar qui va devenir Axe de Demolition. Donc, un autre gars que les gens ont vu à Montréal qui va faire partie des succès de la WWF après ça, vers la fin vers 87. Et oui. Qu'on failli voir à Simmania 1. Qu'on failli voir à Simmania. Donc, il va y avoir une grosse rivalité avec Dino Bravo. On va écraser le cigare de Eddie Creechman dans l'œil de Dino Bravo. Jusqu'à la rivalité Rougeau-Garvin, Gino nous dit que c'est la rivalité qui a attiré le plus partout en province parce que Superstar va venir vivre ici avec sa femme, va se promener partout avec la promotion, ils vont aller sillonner les 4 coins du Québec. Donc, on est rendu là. On est rendu à se promener. L'école de lutte Carpentier, Brito Bravo va être lancé. Malheureusement, par le temps que les stars de cette école-là vont devenir matures comme lutteurs, la promotion aura fermé. Mais on peut noter Nelson Veilleux, que les gens ont connu en équipe avec PCO. Et Luc Poirier, qui va devenir Rambo avec la CWA en Europe, puis que les gens ont vu peut-être là, avec la South African Truth Commission à la WWF en 97. Tony Parisi va être présent en équipe avec Gino Brito. La connexion italienne va être à son maximum. Et on va même faire venir Lou Thesz comme arbitre spécial. Donc, moi, j'ai eu la chance de voir Lou Thesz en personne. À l'époque, on n'a pas vraiment nécessairement la même vision des choses qu'aujourd'hui, mais je comprenais quand même à l'époque, on avait fait un très bon travail de nous expliquer qui était Lou Thesz, qui était un ancien champion international lui-même, puisque c'est toujours le championnat international qui est la propriété de Dino Bravo et la pierre angulaire de toutes les confrontations. Ce championnat international-là qui remonte à Lou Thesz, qui est reconnu par la Commission athlétique de Montréal, qui est un championnat emblématique dont les gens se souviennent encore. Je peux d'ailleurs... Là, aujourd'hui, c'est un semi-scoop. Par le temps que ça va jouer, les gens, je vous inviterai à regarder la lutte TNA, de trouver ça. Vous allez entendre parler du championnat international qui pourrait renaître de ses cendres. Ah, ça me dit de quoi? Donc, sur ce, c'est le départ aussi du Géant Ferré à la fin de 83. Il a vendu ses parts plus tôt dans l'année. Et du côté de McMahon et de la WWF, on va se faire signer des contrats d'exclusivité. Il y a beaucoup de gens qui vont devenir non disponibles. Ainsi, l'échange de lutteurs avec Montréal, la présence de Pat Patterson, tout ça va se terminer. Là, on est en 84. Et en 84, attends un peu. L'événement de 1984, Marc Blondin fonde les productions de Marc, qui aujourd'hui s'appelle Le Monde de Monsieur Fun.
Et le monde de Monsieur Fun va survivre à Lutte internationale qui va être baptisée à ce moment-là, Lutte internationale. Parce que jusque-là, ce sont les super étoiles de la lutte, le nombre d'émissions de télé. Et c'est également, à ce moment-là, comme le géant est parti, ça ne peut plus être les promotions Varoussac. Et par conséquent, on va rebaptiser le tout en Lutte internationale. Avec les années, c'est devenu un peu le nom de la promotion, même si dans le fond, c'est seulement la moitié du temps que la promotion a été en place que cette appellation-là était là. C'est l'arrivée, par conséquent, de Ricky Martel et Tony Mullet comme partenaires au sein de l'entreprise. On va faire venir Leo Burke comme booker. Et on peut penser que 84-85, ce sont 2 grosses années au niveau du booking, puis des histoires, puis qu'on va nous présenter. Donc, on peut lui lever notre chapeau. On va avoir la rivalité Ricky Martel contre Dino Bravo. Moi qui m'a marqué énormément. Combat que j'ai été excessivement content, le seul combat qu'il avait joué à la télé, de retrouver, qu'on a pu inclure dans notre compilation DVD, et qui va, suite à leur réconciliation, conduire à cette, comment dirais-je, méga power du Québec. Donc, la super équipe Ricky Martel, Dino Bravo, tellement forte qu'elle était la seule qui pouvait affronter, entre autres, les Road Warriors qui vont arriver un petit peu plus tard. Donc, ça c'est intéressant. C'est Frenchy Martin aussi, très proche de Ricky Martel, qui va venir. Il va remplacer Pat Patterson en équipe avec Mad Dog Lefebvre. Ils vont se faire une réputation. Édouard va les surnommer les assassins du ring. Donc, que c'était parce qu'il y avait sorti Gino Brito, c'est sorti Tony Parisi, donc Rocky Johnson, le papa du Rock, va venir faire son tour. Jumbo Tsuruta, qui était champion du monde de la AWA, va venir faire son tour également. Donc, on a la chance. Bon, puis là, au travers du temps, j'ai passé Nick Bockwinkel, qui est venu également défendre le championnat de la AWA. Ric Flair va venir défendre le championnat de la NWA à Montréal contre Raymond Rougeau, à Québec contre Rick Martel. Donc, on est en 84-85. On a vu à Montréal des combats de championnat WWF, des combats de championnat du monde AWA, des combats de championnat du monde NWA. Donc, comme quoi que d'être un promoteur indépendant, pas affilié à aucune promotion officiellement, avait ses avantages. On est chanceux. Là. Je veux dire, il n'y a pas grand place en Amérique du Nord qui voyait autant de diversité. Les gens se souviendront peut-être de Rick Valentine, qui vient remplacer Greg Valentine, qui est en fait Kerry Brown, qui est un lutteur de l'Ouest canadien. Pas le plus grand des lutteurs. Il y avait effectivement une ressemblance énorme à Greg Valentine. Et Dino va quand même avoir une rivalité importante. Il avait blessé Dino. Lui et Sailor White aussi vont cimenter le partnership et la réconciliation de Dino et Ricky. Donc, en rétrospective, quand on les regarde lutter aujourd'hui, on se dit, pas sûr. Mais l'émotion de l'époque que ces gars-là ont généré face aux héros, c'est toute la différence. C'est pas descriptible parce qu'il faut l'avoir vécu, la fibre émotionnelle qu'on a. Donc, oui, c'était pas les meilleurs lutteurs, mais Dino et Rick, c'était nos héros, c'était nos meilleurs, c'était nos représentants. Puis, en tant qu'il y avait un méchant à l'autre bord, on était avec eux autres. Et il y avait toujours un méchant à l'autre bord. Effectivement. C'est le départ de Guioré, hein, avec Édouard Carpentier, qui vont du jour au lendemain se revirer de bord, puis les super étoiles de la lutte, ça va devenir l'émission de lutte de la WWF. Donc, on parle de quelle année, ça? 85? Attends. Fin 84, début 85. OK. Donc, à partir de là, ben, c'est plus tough. Là, on va partir sur la route tournée. On avait déjà une deuxième émission de lutte. On savait qu'il y avait des chances, comme Guioré contrôlait la case horaire. On avait développé une deuxième émission qu'on va continuer de filmer un peu partout en province puis de présenter là, pour faire la promotion des galas. C'était les stations, si ma mémoire est fidèle, là, satellites de Trois-Rivières et de... Je me souviens plus de l'autre ville, qui appartenait de ce côté-là plus à Radio-Canada. Donc, c'est encore des choses qui n'existent plus aujourd'hui. Donc, Rick Steiner va faire une tournée au Québec
le papa de Brown Breaker et que les gens ont connu en équipe avec son frère Scott bien des années plus tard. Les Road Warriors, c'est là que ça se passe. Et bien sûr, la rivalité de toutes les rivalités, bien sûr, c'est les Rougeau et les Garvin. Qui arrive un peu par accident. Jimmy Garvin est là pour lutter contre Ricky Martel. Ronnie Garvin est là à temps partiel parce qu'il veut visiter ses parents au Québec. Et finalement, ce combat-là éclate. Il y a le massacre de la Saint-Jean-Baptiste au Forum de Montréal. On donne la volée au père, à Jacques Senior. On donne la volée à Raymond. On aveugle Jacques, Precious dans le coin. Les frères Garvin vont virer la province à l'envers. Et on va forcer presque Ronnie Garvin, mais c'est tellement payant, c'est tellement le fun qu'il va se lancer à l'aventure d'être là presque temps plein. Et on va avoir donc les Rougeaux contre les Garvin. Donc, 3 combats importants, le massacre de la Saint-Jean-Baptiste. Le premier combat revanche au Forum, qui est le dernier spectacle de lutte internationale au Forum sans la WWF, parce qu'on va y arriver. Il va y avoir des shows conjoints. Ce combat-là est immortalisé, le deuxième combat est immortalisé par la première vidéocassette VHS de lutte internationale. Le combat se retrouve sur nos compilations DVD, se retrouve sur YouTube. Moi, j'étais là physiquement présent au forum. Ça a pris des années avant que je revive cette atmosphère-là dans un building. La seule chose qui me vient en tête, là, c'est le deuxième pay-per-view d'ECW One Night Stand, là, où la foule, l'énergie de la foule était... On était vendu à une histoire, là, on était vendu aux frères Rougeau contre les Garvin. C'était tellement épouvantable, le massacre de la Saint-Jean-Baptiste, la façon que ça avait été présenté. Ah, ouais. Nous, on avait des billets ringside. La barouette était Et là, on arrive au forum, il y a une erreur dans le plan de billets. Les billets qu'on a achetés, ils n'existent pas. Oh! C'était la première fois qu'on avait des aussi bons billets, puis là, ils n'existent pas. Fait que là, on nous assit sur le banc des joueurs du Canadien. C'est pas ringside, mais c'est quand même pas pire. Ouais. Mais quand tout le monde se lève, la bataille pogne, écoute, on est debout sur la bande. Hey boy! Pour voir moi puis mon frère. Mon père, lui, a comme un pied sur la bande puis un pied sur son siège. Quand le combat se termine, moi puis mon père tombe par en arrière, le dos sur le ciment. En arrière, moi et mon père, on est déséquilibrés, on tombe sur la glace. Mais on est plus jeune, fait qu'on s'en sort mieux. Mais, je veux dire, c'était... T'en oubliais ta propre sécurité, tu faisais des choses complètement folles. On était totalement absorbés par ce combat-là. C'est dans mes plus beaux souvenirs de lutte. Est-ce que tu suggères... Et j'ai la joie d'avoir été souper chez Raymond Rougeau avec Ronnie Garvin. Moi, j'ai complété la boucle sur bien des niveaux. Donc, c'est fascinant aujourd'hui de savoir que Ronnie et Raymond étaient d'excellents amis jusqu'à ce jour. De savoir que Ronnie est surnommé Marabout parce qu'il est toujours Marabout. Puis, écoute, c'est l'apogée de lutte internationale. Le troisième combat, lui, va être dans le premier show conjoint de lutte internationale avec la WWF. Parce que tu en parles, là, je suis certain que tout le monde s'est dit, OK, il y en a eu 3, sont disponibles. Lequel les fans devraient regarder sur YouTube? Celui du forum, le premier combat revanche où les Rougeaux se font disqualifier, c'est le combat à voir. C'est lui là que ton père a tombé puis tout ça, là? Oui. Non, c'est le combat, là. Parce que par la suite, le combat revanche, sur le show de la WWF, il n'y a pas d'image qui existe. Et ensuite, quand il y a un combat loser leave town où les perdants quittent la province que les Garvin vont perdre, qui arrive un peu plus tard au centre Paul Sauvé. Et déjà, là, tu sais, dans la lutte, on a toujours tendance à étirer un petit peu. Par le temps qu'on arrive à ce combat-là, la chaleur est retombée un petit peu. Là. Mais le combat au forum, on est à l'apogée. C'est l'apogée de lutte internationale, c'est l'apogée de cette rivalité-là. C'est un combat qui est fantastique. Puis, on est toujours donc en 85. Les shows conjoints, ça arrive à ce moment-là.
Ce gars-là va remplir le forum. C'est Bravo et Tonga, parce que le Tonga, après avoir été champion, s'est reviré, a été trahi par Tarzan Labottine Tyler, qui est son gérant, et va être maintenant le partenaire de Dino. Et cette rivalité-là ils vont affronter Aaron Sheik et Nikolai Volkov au forum dans le premier show conjoint. C'est la bataille lutte internationale contre WWF. On est chanceux. Il n'y a aucun autre territoire qui a eu ça. Le géant, Pat Patterson, c'est toutes des choses là, qui permettent ces shows conjoints-là. Ça va durer le temps de quelques mois, mais quand même. Quand tu dis on est chanceux, c'est les contacts de ces gens-là qui aiment Montréal. C'est quoi? C'est le lien que ces gens-là ont avec Montréal. Ça a facilité les choses. Vince rentre partout. Il ne rentre jamais tout à fait pareil partout. À Montréal, on est rentré comme ça. Ça va durer le temps que ça va durer. Il y a une histoire célèbre de cette soirée-là qui dit que Gino dit que après le combat des Rougeaux contre les Garvin, Vince il dit qu'il n'y avait pas besoin de ce combat-là sur la carte, que ces gars auraient attiré, puis de Gino de lui dire « The fuck you know ». Mais bon, en rétrospective, peut-être que Gino aurait dû se mettre meilleur ami que ça avec Vince, mais ça, c'est une autre histoire. On en parle dans la semaine prochaine si tu le veux. Le territoire a peut-être eu avantage de devenir un satellite de la WWF pour développer des talents, utiliser des talents moins utilisés du côté de New York pour rester en vie. Parce qu'on va y arriver, malheureusement. Donc, on est en 85, tout va bien. Fin 85, il y a l'accident de voiture qui va coûter la vie à Tarzan Labottine Tyler, puis à Mad Dog Lefebvre, Adrien Desbois. Ça va donner un sale coup moralement à la compagnie. Puis en janvier, c'est les Rougeaux qui vont partir pour New York. Donc là, ouf, c'est Tom Zink arrive. Il passe toutes sortes de choses. Oui. L'accident, là, on est capable de faire un épisode à un moment donné là-dessus? Parce que dans le temps, là, c'était, voyons donc, ça se peut pas. OK? Puis j'arrête là. Mais on retient l'idée parce qu'il n'y avait pas de réseaux sociaux, là, mais les gens se posaient des questions. Les gens se posaient des questions, effectivement. On reviendra là-dessus, mais oui, continue, excuse-moi. Mais bon. Le moral est bas. C'est un moment difficile pour la compagnie. Le moral est bas. Les Rougeaux vont partir pour New York, comme Pat me l'a dit. C'est sûr que pour la WWF, si elle veut attirer au Québec puis rouler des shows à tous les mois, ça prend des têtes d'affiche du Québec. Et force est d'avouer que les Rougeaux, Bravo Martel, sont des top guys partout où ils vont. Et par conséquent, la WWF ne fait pas exception. Elle veut ramasser toutes les meilleurs et ces gars-là sont dans les meilleurs. Donc, dans l'année qui va suivre, écoute, en 85, c'est sell-out pour le Super Gala des Fêtes au Centre Paul Sauvé. Là. Je pense que la capacité est à 8 000. C'est sell-out. C'est un très, très bon show. Il y a Ricky Martel contre Jimmy Garvin dans une des dernières défenses avant que Rick perde la ceinture de le championnat de la AWA. Donc, puis il y a Sheik Ali, qui est un gars du Nouveau-Brunswick qui joue un Sheik d'Arabie, qui va être contre Dino Bravo. Tout va bien. En 86, on va perdre Dino, qui après s'être chicané, après les shows conjoints, va se réconcilier parce que là, l'argent commence à moins rentrer. C'est la même chose pour Ricky Martel. Ça devient de moins en moins payant au Québec. La compétition est forte. Leurs shows de télé n'arrivent pas à... D'ailleurs, si on regarde des images aujourd'hui, c'est des shows intéressants au niveau des combats, mais la production n'est pas là. Et les stations de télé cherchent une production comparable. On le sait, on l'a vécu jusqu'à aujourd'hui. Les stations de télé veulent nous comparer toujours quand on présente un produit au produit de la WWE, puis à la production de la WWE. Donc, c'est la descente graduelle tout au long de l'année 86, à un point tel qu'en décembre 1986, au Super Gala des Fêtes, il va y avoir 800 personnes présentes au Centre Paul Sauvé. Le Super Gala des Fêtes, c'était un des 2 ou 3 meilleurs shows de l'année tout le temps. 800 personnes.
On passe d'un sell-out à 800. Moi, j'étais La déjà carte pour est la tellement faible, je WWF. m'en souviens même pas. Il y a seulement Joe Leduc qui est toujours présent, qui est passé de gentil à vilain, vilain à gentil. C'est comme on est désespéré. En 87, Gino nous dit qu'il aurait dû fermer en 86 parce qu'il va engloutir 385 000 dans la promotion. Au point de presque se mettre à la rue pour essayer de sauver. Bruiser Brody va venir. On va avoir David Schultz comme champion international. On va tout essayer. David Schultz qui s'était chicané avec la WWE. Et on parle pas du joueur des Flyers de Philadelphie, là. Non. Dave Schultz, pas lui. Dr. David Schultz. On va donc se diriger vers la fin. Et juste un peu avant WrestleMania 3 ou un peu après WrestleMania 3, la promotion va perdre. C'est pour ça que dans notre livre, on fait ce lien-là avec tous les gens dans ce bloc de 7 ans-là qui ont été avec Lutte internationale ou les promotions vers Roussac, qui sont soudainement sous les projecteurs de la WWF. C'est une époque glorieuse que les gens qui étaient là, et malheureusement, on est de moins en moins, je le reconnais, mais quand on a fait les enregistrements télé de la lutte TOW, on était la première promotion à présenter un produit de qualité à ce niveau-là pour tenter la même expérience, c'est-à-dire de s'en aller vers une promotion régulière au Québec avec sa propre émission de télé, ses propres vedettes. C'est la seule fois que ça a été réussi, du moins jusqu'à ces 4 émissions pilotes-là, après la fin de l'international. Et quoi, tu le sais, peut-être que les gens qui ont lu le livre le savent, on a réussi cet exploit-là à bout de bras, avec tous les contacts possibles et impossibles qui existent. Vous avez englouti des milliers de dollars, vous autres aussi, là-dedans. Je crois toujours qu'il y a cette fibre locale-là qui peut être exploitée au Québec, mais force est d'avouer qu'en 2024, ça prend un partenaire télé qui est embarqué et puis investi dans le projet également. J'ai toujours cru que pour un poste comme TVA ou RDS, d'être copropriétaire ou pouvoir propriétaire de la promotion leur permettrait de se créer une franchise locale, ne serait-ce que de juste produire de la télévision. Sans même aller en province, ça leur appartiendrait. Justement, les studios de Télé7 étaient toujours disponibles. Il y aurait eu plein d'options possibles pour un partenaire télé de se créer du contenu. Et par conséquent aussi de créer des vedettes. On voit Marco Estrada à Québec avec la NSPW qui avec la présence de la NSPW à Québec est devenu une star locale qui a eu la couverture du 7 jours, qui fait de la radio, qui fait des podcasts, et de la publicité pour La Belle et le Bœuf. Je l'ai vu à télé, là. Sais-tu chanter, là? Oui, exact. Il fait de plus en plus de choses. Donc, avec une plateforme pareille, qui sait qui peut devenir quoi. On a toujours combattu, justement, tu me parlais du stigma de la lutte, c'est encore quelque chose qui est toujours combattu à l'époque où on a fait les tapings de TOW en 2013. Donc, c'est malheureusement, avec Netflix et autres streamers, ça devient excessivement difficile. Même aujourd'hui, tu te dis, est-ce que les stations câblées ont la pénétration qu'il faut pour créer cette plateforme-là aujourd'hui? On n'a pas vraiment, on est un peu en retard là-dessus au Québec, on n'a pas vraiment un streamer full Québec qui peut nous rejoindre. Tout le monde est séparé un peu partout. Est-ce que ça reviendra un jour, cette nouvel âge d'or de la lutte au Québec? Ça va être excessivement difficile, je pense. C'est dommage. C'est une super belle époque. Je vous invite à lire ce qu'on a écrit là-dessus à la semaine prochaine, si Dieu le veut.
Tous les détails y sont présents et plus encore, sans compter toutes les autres histoires, puis l'histoire de tous ces personnages-là, puis de tous ces lutteurs-là qui ont fait la gloire de la lutte chez nous, qui fait qu'aujourd'hui, Sami Zayn et Kevin Owens peuvent remplir le Centre Bell, le Centre Vidéotron, puis que PCO va remplir, espérons-le, ben, lui, il va dire oui, on va le remplir, l'Auditorium de Verdun, un autre édifice mythique que Lutte Internationale a effectivement aussi utilisé au fil du temps lorsque le Paul Sauvé n'était pas disponible. Lutte internationale, donc 1980 à 87, ça? 80 à 87. Wow, 7 ans. De haut et de bas. De haut et de bas. On a commencé bas, on est monté très, très haut. Puis malheureusement, on est redescendu. Wow. Mais personne n'a vu venir la montée de la WWF. Personne n'a cru que Vince était pour les sortir de l'échiquier. On n'est pas seul dans cette situation-là. Tous les autres territoires ont passé par la même chose. L'histoire est différente, mais le résultat est le même, malheureusement. Tu sais, quand tu parlais de Noël, je ne sais pas comment tu l'appelais, le spectacle. Le Super Gala des Fêtes. En 87, moi, j'étais déjà à l'emploi de WWF. Ouais. Je ne savais même pas qu'il y avait d'autres choses. Je n'étais tellement pas impliqué. Moi, j'étais un gars de radio qui arrivait dans la lutte. C'est incroyable. Bertrand, pardon, on a passé 30 minutes à parler. Procurez-vous le livre. Moi, je l'ai lu et toutes les fois, il me replonge là-dedans. Quelle époque pour la lutte québécoise, mesdames, messieurs. Bertrand Hébert, un gros merci. Je t'en allais dire quelque chose, vas-y. Ah non, écoute, j'y pense, puis j'ai la chair de poule. I got the chair to bullets, comme diraient les Américains qui sont venus détruire le lutte internationale. Mais regarde, c'est comme ça. Merci beaucoup. On retient l'idée de l'accident pour en parler parce que c'est vraiment quelque chose. On se reparle sous peu. Prends soin de toi, monsieur le professeur. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bye. On est de retour sur le sim. Soyez-y, mesdames, messieurs. Comme tu as pu l'entendre, mon cher Handsome JF, très intéressant comment ça a été populaire, comment ça remplit même Paul Sauvé, qui n'existe plus, mais aussi de très bonnes foules au forum dans les années 80, juste avant que la WWF prenne l'assaut. Et autant que ça l'a captivé Bertrand Hébert, ben, notre autre invité, Frank Blues, François Poirier, lui qui a été booker et qui a été un des membres fondateurs de Lutte Lanaudière, ça l'a vraiment marqué, les histoires, l'émotion. Et c'est une période, il m'a écrit après l'entrevue, il m'a dit merci, tu as ramené tellement de beaux souvenirs. Alors, vous allez voir, intéressant de voir comment une fédération québécoise a pu marquer des gens comme Bertrand et Frank Blues. On l'écoute, François Poirier, notre second invité. À la grande suggestion de Bertrand Hébert, dit le professeur, il nous a suggéré de faire une entrevue avec ce jeune homme, François Poirier, Frank Blues, pour parler de lutte internationale. Ce qu'on m'a dit, parce que François, je pense qu'on ne se connaît pas, ça se peut-tu? On s'est-tu déjà vu? On s'est croisés au karaoké de Pat Patterson, par exemple. Seigneur, je m'en souviens même pas, François. Il y avait beaucoup de shooters. Celui qui ne devrait pas s'en souvenir, c'est sûrement Bertrand. Et pourtant, il s'en souvient. Hey boy. Écoute, pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Tu es un des fondateurs de Lutte Lanaudière, qui est devenu la NCW. Parle-nous de toi un peu avant de parler de lutte internationale. OK. C'est ça. Moi, avec Phil Bélanger, Rick Lawrence en 85-86, il y a déjà un petit bout de temps, dans une école secondaire, on a fondé une fédération de lutte amateur. On luttait sur des tapis, etc. Ça s'appelait Amateur Wrestling Association. Puis, de fil en aiguille, on s'est retrouvé avec un arène. Puis, c'est devenu Lutte Lanaudière à Joliette et dans les paroisses environnantes. Là, on faisait des galas, c'était toutes les 2 semaines. Puis, ça a été des années formidables. Excuse-moi. Alors, tu parles des années 80. Par la suite,
Est-ce que tu es demeuré actif dans le monde de la lutte? Oui, ben, j'ai demeuré actif jusqu'en 98 là, avec ce qui s'appelait à ce moment-là la NCW, jusqu'à Challenge Mania. Moi, j'ai fait mon dernier combat à Challenge Mania 6, mais après ça, je suis revenu à quelques occasions. Là, mais à temps plein, là, j'ai arrêté en 98 à ce moment-là. Et aujourd'hui, est-ce que tu suis encore ce qui se passe dans le monde de la lutte professionnelle ou indie? Oui, un peu moins là, que dans les derniers temps, là, mais oui, je suis encore un petit peu le WWE, les gros événements. All Elite beaucoup, par exemple. J'écoute Dynamite à toutes les semaines, à tous les mercredis. Puis je OK. suis un petit peu ce qui se passe au Québec aussi par la bande, là, avec Zach Patterson et tout ça. On m'a dit que tu avais été influencé par Lutte internationale et que tu es. Ben, on m'a dit, c'est Bert, là. On m'a dit que tu es un grand fan de lutte internationale. C'est quoi? Ça a été quoi pour toi? Lutte internationale, ben, c'est vraiment le déclencheur pour moi là, de la lutte, là. Je me souviens, parce que premier combat de lutte que j'ai écouté, je ne pourrais pas dire l'année exactement, ça devait être 83 probablement, je me souviens clairement, c'était Gino Brito contre Sailor White. Puis là, OK. Edouard, au commentaire, il disait est-ce que Gino Brito va être capable de faire la prise en quatre sur Sailor White parce qu'il a des petites jambes, des jambes courtes. Puis ça m'a marqué, c'était la petite télévision noire et mon père venait de se séparer à ce moment-là, il y avait une petite télévision noir et blanc, 8 pouces carrés à peu près. Eh Puis j'ai boy. regardé ça là-dessus. J'étais tombé là-dessus par hasard. Mes parents n'ont jamais écouté la lutte. Là. Fait que j'avais 13 ans à peu près. Puis quand je suis tombé là-dessus, c'était vraiment une révélation. C'est quoi ça? Là? Puis après ça, je me suis mis à l'écouter toutes les semaines jusqu'à temps que l'élément déclencheur, c'est Superstar, Mhm. qui avait attaqué Joe le Duc avec un objet que Tarzan Tyler l'avait donné. Puis là, le Duc était plein de sang, comme c'est souvent sa gimmick. Puis il avait digitalisé l'écran pour pas qu'on voit le sang. Puis là, il était à terre. Puis c'était moi, j'étais, en tout cas, dans mes yeux d'ado, de pré-ado, c'était hallucinant. Là. Puis je me souviens, la blonde à mon père, elle disait change de poste, éteins ça, c'est quoi cette affaire-là? Puis ça rajoutait, puis là, c'était pandemonium, comme on dit en anglais. Fait que Exact, c'était, exact. ça m'a vraiment allumé. Là, Superstar est devenu mon idole à ce moment-là, même s'il était dans méchant. Puis un de mes amis, Patrick, il paye aussi sa lutte. Fait que quand il venait à Joliette, mais, on allait à l'aréna Marcel Bonin, pardon, voir les événements qu'il y avait à ce moment-là. Puis Superstar était là. Je me souviens, il avait lutté contre Armand Rougeau. Alors, c'est ça le déclencheur pour moi, là, c'est ces images-là que j'ai vues à la télévision noir et blanc en 83. Et qu'est-ce que Bertrand veut nous dire quand il dit que tu es un grand fan de lutte internationale? Ah ben, je manquais pas une émission, comme tu peux voir derrière moi, j'ai encore les photos des grandes luttes internationales qui restent encore, parce que pour moi, c'est l'époque glorieuse de la lutte au Québec. Pour moi, c'est ça. Euh, Évidemment, c'est une question d'âge aussi, là, pour les gens aujourd'hui. La lutte qui se passe aujourd'hui à Québec et à Montréal, c'est sans doute pour eux autres ça qui est l'âge d'or. Puis avant, les plus vieux, les As, sur le matelas, tout ça. Mais pour moi, les années 80, King Tonga, les Road Warriors, les frères Rougeau, les Rougeau contre les Garvin, on se Oui. souvient tous de l'émotion que ça faisait, là. Oui. La lutte, c'est de l'émotion. Puis lutte internationale, il y avait de l'émotion. Quand tu regardes un combat de 2024 à Raw, quand les gars ils s'en vont vers le ring, il faut qu'ils regardent à gauche, il faut qu'ils regardent à droite, il faut qu'ils fassent 3 pas. Avant, c'était pas ça, c'était L'émotion. improvisé à 95%. Le reste, ça venait, c'est ça. Si le monde, si le public réagit de telle façon, ben là, tu vas changer ton combat en conséquence. Puis c'est comme ça qu'on luttait à l'euthanasie aussi. On y allait selon la foule, on savait comment ça finirait à peu près, mais pour le reste, là, on y allait selon la foule. Puis c'était peut-être pas exactement ça qui se passait. Il faudrait demander à Gino puis aux gars de l'époque si ça se passait comme ça ou pas. Mais moi, j'ai vraiment l'impression que c'était on suit la foule, puis on leur en donne pour leur argent, puis c'est ça, c'est de l'émotion. C'est de l'émotion. Les frères Rougeau contre les Garvin, c'était de l'émotion. Joe Leduc, c'était de l'émotion. Les entrevues, Dino Bravo en entrevue quand il était Babyface, c'était de l'émotion pure. Là. Des fois, souvent, il bafouillait, mais tu voyais qu'il y avait du feu dans les yeux, puis son cœur était à bonne place. Dis-moi, avec tout ce que tu me dis, j'ai comme pas le choix de te dire, te demander quand Vince est arrivé et qu'il est allé chercher tout ça, comment François Poirier s'est senti? Ben, on voyait où est-ce que ça s'en allait, même si, moi, en tout cas, personnellement, je ne voulais pas y croire que ça se pouvait pas que ça ferme. Là.
ma naïveté de jeune homme, je ne pensais pas que ça pouvait fermer. Mais on sait comment ça s'est terminé. Mais on voyait que pour moi, là, les trois prises qu'il y a eu trois prises avant d'être retiré, là, c'était quand les frères Rougeau sont partis. Mm-hmm. Après ça, quand il y a eu l'accident, avant ça, en fait, quand il y a eu l'accident Fameux le accident, et ouais. puis des bois, ça, c'était Strike One quand ils ont perdu ces trois gars-là. Après ça, quand les Rougeaux sont partis, puis la dernière prise, ben, c'est quand Bravo est parti. Mais c'est sûr qu'on le voyait arriver. Moi j'étais là au gala de Pâques à Saint-Paul-Sauvé quand Abdullah the Butcher et Joe Leduc devaient affronter les Rougeaux. C'était la grande finale qui était buildée depuis des mois. Puis Joe Leduc s'était présenté puis il était parti pendant le gala parce qu'il y avait une dispute quelconque là, avec les boss. Là. Donc, il avait passé à travers la foule pour que le monde s'aperçoive, ceux qui l'avaient vu, qui étaient là et qui étaient vraiment partis. Fait que là, la finale n'a pas eu lieu comme prévu. Ils ont fait un 1 contre 1, tout ça. Puis là, puis c'était un sold out. Ils avaient refusé du monde. Donc ça, c'était déjà un moment que le monde a dit, ben, ça se peut, je ne retourne pas la prochaine fois, tu sais, quand il se passe des choses comme ça. Ouais. Là, moi, c'est le premier indice que j'ai eu. Là, ça s'en va pas sur le bon côté. Puis là, on voyait bien que Martel, tout ça, les gros noms s'en allaient. King Tonga est parti, puis etc. Fait qu'on ne pouvais pas compétitionner avec New York, là, c'est sûr. Là, mais ça m'a fait très mal au cœur. Puis je me souviens très clairement du matin que j'ai ouvert la télévision au 13, à Trois-Rivières. C'était Trois-Rivières, je pense que c'est ça, 13 Trois-Rivières. Puis qu'au lieu de la lutte internationale, c'était une autre émission. Là. Whoop, qu'est-ce qui se passe? Puis, du jour au lendemain, sans aucun avertissement, même si on voyait qu'il n'y avait plus grand monde dans le foule. Là. Puis à la fin des derniers champions, David Schultz, puis Hercules Ayala, c'était. C'est ça, ça marchait sur du temps emprunté. Là, mais ça m'a fait mal au cœur. Pour répondre à ta question, c'était des années difficiles. Est-ce que tu en as voulu aux lutteurs qui sont partis? Comment, à ce moment-là, comment tu te sentais? Ben, peut-être un petit peu. Là. C'est sûr qu'avec le recul, non, parce que c'est une question d'argent. Là, mais sur le vif là, du moment. Oui, c'est quand il partait au fur et à mesure, pourquoi qu'il s'en. Oui, je dois avouer que oui, c'était dur à prendre. Là. Même si on comprenait rationnellement c'était quoi la raison, là, on se disait ben, pourquoi qu'à la place, il ne reste pas et il essaie pas de remonter le produit. Surtout les Québécois. Un King Tonga qui s'en va, tu dis bon. Mais quand les Québécois s'en allaient, à chaque fois, c'était un morceau du cœur qui s'en va. Là. Les Joe Leduc, les frères Rougeau, Martel, Bravo. Là, tu dis les autres, ils devraient rester, mais c'est ça. C'est une question d'argent. C'est normal dans un sens. Là. Fait que tu imagines que ce qui est arrivé avec Lutte internationale, c'est arrivé avec plusieurs autres compagnies en Amérique du Nord et que des François Poirier qui suivaient, qui étaient impliqués, qui aimaient la lutte locale, indie, professionnelle de qualité, ça a été détruit. Aujourd'hui, on ne pense plus à ça là, parce que ça a pris quelqu'un qui avait une vision qui était différente de celle des autres. Là. Exactement, c'est ça. C'est sûr. Ah oui, imagine les gens à Minneapolis là, qui regardaient Hulk Hogan s'en aller, puis Mean Gene s'en aller, puis Jesse Ventura. C'est une des places qui a été le plus touchée par Vince. Là. Mais avec le câble qui rentrait, si ça n'avait pas été lui, on a entendu souvent ça, cette phrase-là. Si ça n'avait pas été Vince, ça aurait été quelqu'un d'autre. Parce que, ouais. Mais si ça avait été quelqu'un d'autre, il n'y aurait peut-être plus de lutte aujourd'hui, par exemple. Parce qu'il y en a plusieurs là-dedans qui ne savaient pas trop ce qui s'en allait. Là. Marcher de la gomme puis marcher en même temps, c'était pas facile, comme on dit, pour certaines personnes. Fait que, au moins, c'est tombé dans les mains de quelqu'un qui savait ce qu'il faisait. Ça serait arrivé probablement d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, si c'est pas le câble, après le câble, c'était l'Internet. Fait que c'était appelé à s'avenir global de toute façon. Puis là, l'Indie, ça revient plus fort que jamais présentement. Là, mais puis ça va peut-être revenir comme c'était, je sais pas. Mais c'est sûr que toutes les petites compagnies à travers l'Amérique du Nord ont passé dans le tordeur à cette époque-là. Là. Ça n'a pas dû être facile, pas plus que ça l'était pour nous. Là. Mais ici, je pense que c'est particulier parce que le Québec, dans l'Amérique du Nord, c'est la seule place là, qui est. On t'approche de ces gars-là. On t'approche de ces gars-là, exactement. C'est ça, des fois, tu les voyais à l'épicerie, tu les voyais au dépanneur, puis on ne peut pas le sauver quand tu restais alentour, tu les voyais chercher le six-pack au dépanneur au bord de la rue. Là. Je me souviens de ça. Mais c'est ça, au Québec, tu as des vedettes francophones, tandis que au Tennessee, j'imagine que peut-être que je me trompe, là, mais au Tennessee, si ta vedette vient de Los Angeles,
ça ne change pas grand-chose. Mais ici, c'était vraiment des Québécois, là, les seuls francophones sur des millions de personnes. Là, on avait un attachement, je pense. Puis quand on regarde les forums aujourd'hui, les gens qui parlent de cette époque-là, tout le monde dit que c'était le bon temps, c'était le bon temps. Toute une carte, j'aimerais ça revenir dans le passé, etc. C'est ça, c'est ça. Tu parlais d'émotion tantôt. Tu disais, aujourd'hui, tu regardes un lutteur de la WWE, il fait quelques pas, regarde à droite, regarde à gauche, tu sais, c'est tout. Et tu supposes que dans le temps de la lutte internationale, tu penses, en tout cas, dans ta vision à toi, qu'il y avait beaucoup d'impro. Suite à la réaction de la foule, tu as utilisé ça dans la fédération ou les fédérations pour lesquelles tu as travaillé. Aujourd'hui, quand tu regardes, tu me dis que tu écoutes All Elite et tout ça, trouves-tu qu'il y a encore de l'émotion ou si ça manque d'émotion? Il y a encore d'émotion, il y en a moins. Mais il y a encore les meilleurs sont capables, puis ils vont toujours l'être aussi avec les années, je pense. Là. Ils vont toujours être capables d'aller chercher cette émotion-là, plus le temps qui passe. Là. Tu regardes un combat aujourd'hui, c'est hallucinant. Ils font des moves qu'on n'aurait même pas pu faire en rêve il y a 30 ans. Là. Mais est-ce que le combat est meilleur pour autant? Probablement oui. Mais est-ce qu'il y a autant d'émotions? Non. Mais il y en a, c'est ça. Les meilleurs sont capables. Des fois, tu regardes, il y a des perles qui sortent de temps en temps à gauche puis à droite. Tu dis ça. Ça, ce match-là, il va traverser, il va être encore bon si tu le regardes dans 40 ans, comme un Flair Steamboat que tu regardes aujourd'hui, il est aussi bon qu'il était à l'époque. Là. Mais c'est des exceptions. Pour moi, en tout cas, c'est des exceptions. Des fois, tu as un Gunther contre Sheamus que tu dis, whoop, les autres ils ont réussi vraiment à aller chercher de l'émotion, mais c'est pas juste la. Puis souvent, c'est pas les matchs les plus acrobatiques là, qui font chercher l'émotion. C'est vraiment quand ta storyline est bon, puis on a vu avec Sami Zayn. Exact. Quand tu as une bonne storyline, mais il y en a une bonne storyline avec Sami Zayn, mais il y en a combien sur. Mais tout n'était pas parfait en 85 non plus. Là. Je veux pas. Non. Il y avait des choses, des fois, tu regardes un combat, tu dis, oh, c'était pas terrible. Là. Mais au niveau de l'émotion, c'est ça, pour répondre à ta question, il y en a, je trouve qu'il y en a un peu moins aujourd'hui. Il faudrait demander peut-être à quelqu'un de 20 ans comment il voit ça. Mais les meilleurs vont toujours être capables d'aller chercher de l'émotion, même si les gens aujourd'hui, tout ce qu'ils veulent dans le foule, c'est montrer leur affiche. Là. Ouais. Avant, à l'époque, ce qu'ils voulaient, c'est que le méchant perde. Là. Aujourd'hui, ils s'en foutent que le méchant perde ou gagne. Là. Même souvent, ils l'aiment plus que le bon. Exact. Mais t'es un précurseur, toi. Ouais, c'est sûr. Mais quand j'aimais bien Superstar, mais il reste que quand on était live en personne, on prenait pour les bons pareil parce qu'on était comme emportés dans le flot de la foule. Là. Alors, c'est surprenant parce qu'en jazzant, j'avais l'impression que tu étais un gars qui s'assumait. Mais non, il prend pour un méchant, mais quand il y a du bon autour, il prend pour le bon. On met le masque. Personne ne le reconnaît. Écoute, c'est sûr que ça a été, moi, j'arrivais à la WWF en 86, puis je disais dans l'entrevue avec Bert, j'arrivais pas, moi, de la lutte. Fait que je connaissais pas ça. Je savais même pas que ça existait encore en 86 parce qu'il me disait que ça fermait en 87, je pense. Là. Oui, et c'est puis, ça. Je ne savais même pas. Mais il me parlait du dernier show de Noël là, qui avait 800 personnes. Et, aïe, oui. Tu sais, quand tu connais le succès, puis comme il me disait aussi que Gino, aujourd'hui, dit qu'il l'a fermé un an trop tard, puis ça lui a coûté une fortune, tu sais. Effectivement. Puis, tu dis aussi, François, qu'il faudrait demander au gars de 20 ans, côté émotion, il ne peut pas comparer, il ne l'a pas vécu. Non. Tu parlais Garvin Rougeau, le petit gars de 20 ans, excusez-moi, là, le plus jeune, les plus jeunes d'entre nous, ils ne l'ont pas vécu, ça. Puis même si tu peux le voir sur YouTube, c'est pas pareil. C'est pas pareil. Quand t'es live, là. Non. Rougeau Garvin, regarde, puis c'est pas juste les enfants. Là. Rougeau Garvin, les vieux, les adultes, les jeunes, les 30 ans, les 20 ans, là, tout le monde, la bave coulait, là, ça sautait dans les airs, ils voulaient les tuer. Là. C'était, quand tu dis pogner le jackpot, là, ils ont pogné le jackpot cette fois-là. Là. C'est ça. Encore une fois, c'était l'émotion. C'est ça. Faut que tu gardes ça. Il faut que les lutteurs d'aujourd'hui, puis moi, j'ai jamais lutté, toi, tu as lutté, là, mais moi, je trouve qu'ils ont tellement de misère à vendre
On dirait que pour eux, de vendre un coup, de vendre une prise, ça les fait moins bien paraître. Vendez, 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 allez chercher l'émotion, tu sais. Les comebacks, là, tu sais, le monde veut y croire là, que tu as de la misère, tu vas te chamer à ton partner, là, mais vends-les, là, tu sais. C'est ça. Pourtant, ça semble facile, mais ça ne l'est pas tant que ça. Puis, je sais que la lutte et la vie a changé, puis l'Internet a rentré tout ça, mais on n'a quand même jamais vu Jacques Rougeau puis Jimmy Garvin manger ensemble dans un restaurant ou bien signer des autographes un côté de l'autre, hein. Fait que ça a aidé beaucoup aussi. Le fameux kayfabe. C'est ça. Ça ne reviendra pas, là, mais il n'y a rien qui m'empêche d'être nostalgique pareil. C'est sûr. C'est sûr. Et puis, écoute, moi, je me souviens, les premières fois que je rentrais, parce que j'étais annonceur du ring, je rentrais dans. Il arrêtait de parler. Je travaillais pour la compagnie, mais tu sais, j'étais green, puis je connaissais rien, mais je me souviens là, que ça arrêtait de parler avant que je comprenne, là, c'était spécial, tu sais, même pour quelqu'un qui travaille, tu sais. C'est ça. Ça a dû prendre plusieurs mois avant qu'il recommence à parler. Oui, exact. Avant qu'il t'accepte, puis c'est normal, hein. François, oui, c'était. Aujourd'hui, c'est fini, puis c'est autre chose, là. Mais écoute, ça fait un plaisir de prendre le temps. Là, je pense que tu étais avec un ami. Là, ça me revient. Tu étais avec un ami au party de Pat oui, Patterson. c'est avec lui que je suis allé voir mon premier gala à Marcel Bonnet. On a pris une photo, je pense, on a pris une ensemble. photo, probablement. Ouais, oui, je me souviens, là, je me souviens. Ah. Il n'y avait tellement pas grand monde là. Hein? Il y avait plus de shooters que de monde. Eh, Seigneur, beaucoup plus de shooters. C'était de la vodka avec du jus de canneberge. À l'honneur de Pat. Oui, exactement, l'honneur de Pat Patterson. Et aujourd'hui, ces deux mots-là, vodka, canneberge et Bertrand, puis le cœur, il lève. Il va s'en placer. Fait que merci énormément d'avoir pris le temps, d'avoir été patient, parce que j'étais dans une période très occupée, c'était pas facile, mais tu as pris le temps, je l'apprécie beaucoup, et c'est un plus pour le sim, le soyez-y, mesdames, messieurs. Au plaisir de te recroiser et de te serrer la pince et de vivre des émotions dans le monde de la lutte, François. Et c'est ça qui est le mot d'ordre, effectivement. Merci beaucoup. Merci. On est de retour au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, toi, tu nous as parlé de ta grande connaissance de lutte internationale au début du podcast. Laisse-moi te parler de la mienne. Tu sais, j'ai entendu toutes les histoires. Je suis allé me préparer avant l'émission. Mais Mastrocola et moi, on s'est déjà servi d'un angle qui a été utilisé à lutte internationale. Ça s'appelait le massacre de la Saint-Jean-Baptiste. OK. C'était le 24 juin 1985. C'était les champions par équipe, Jacques et Raymond Rougeau, qui affronteraient les frères Garvin. Et avant le début du match, le valet des Garvin qui s'appelait, laisse-moi retrouver mes notes, qu'est-ce s'appelait? Il fait du temps, là. Il fait du temps. Precious, qui était le valet de Jimmy Garvin, avait lancé du parfum aux yeux de Jacques Rougeau. Okay. Ça avait fini là, d'un gros beatdown. Les Rougeaux étaient sortis de là en sang et ça avait préparé un match suivant où les Rougeaux avaient laissé de côté le côté technique et spectaculaire pour faire une bagarre de rue pour se terminer dans un troisième match, un match en cage qui avait eu lieu en Ontario parce que le Québec n'acceptait pas des matchs en cage. Tout ça pour dire qu'on arrive à un show sur la Rive-Nord, Mastocola et moi, on est en équipe contre Jason Petitclerc et Dave la Justice. Et nous, on est les faces, eux les heels, et on monte le match. Puis là, Dave la Justice père, là. Non, Dave la Justice jeune, là. Ah, OK. Tabarouette, ça fait pas longtemps de ça? Non, ça fait peut-être 3-4 ans, peut-être. Ah, je pensais que tu parlais de une dizaine d'années. Non. Plus. Et là, on est derrière le rideau. On est peut-être 20 minutes avant le match. Parce que là, ils disent hey, j'ai une idée. Là, on va s'arranger d'avoir ce booking-là, puis de planifier le prochain booking, puis d'avoir de la chaleur extraordinaire quand on va revenir ici. Quand on sort, les deux gars nous attaquent, nous payent la traite dans le ring, puis ça va setter le prochain match. Puis là, il m'a compté toute la genèse. Il m'a montré, je suis allé sur Wikipédia. Donc, on s'est servi de l'angle. On s'est fait sacrer la volée de notre vie. Le match n'a jamais eu lieu. La grosse chaleur. Et quand on a refait le match à l'Assomption, c'était dans le coin de l'Assomption, le show suivant, là, on avait l'intensité. On est sortis comme des fous. Puis ça a donné tout un match. Donc, tu sais, des fois, regarder des vieux tapes ou prendre de vieilles histoires, les ramener dans les matchs d'aujourd'hui,
très intéressant. Donc, moi, c'est vraiment mon souvenir, ma connexion avec lutte internationale, c'est grâce à mon bon chum, le big man, Éric Mastocola, que je l'ai vécu. C'est sûr, c'est sûr. Puis, tu sais, on dit que la lutte se réinvente ou se réinvente pas, c'est selon. Mais quand tu regardes, si tu vas chercher l'émotion, c'est ça que Frank il disait, c'est le secret. Moi, je parlais dans l'entrevue, je trouve que les gars aujourd'hui, ils vendent pas assez. Ils veulent paraître super-héros, là, puis des fois, là, ils vont chercher de l'émotion, mais jamais l'intensité qu'ils pourraient si ils prenaient un peu plus leur temps. 100%, on en jase, toi puis moi, souvent. 100% d'accord avec toi. Tu sais, un body slam, là, un enfourchement, là, si tu le vends comme il faut, là, tu peux faire croire au monde que tu as vraiment mal puis tu peux travailler avec ça. Mais de nos jours, ils font des Canadian Destroyers puis ils ne vendent pas. Fait que, la lutte est rendue vraiment dans un autre sens. Oui, ça a évolué. J'ai souvent des prises de bec là-dessus avec mon ami Pat Laprade, mais que lui dit que je suis encore arriéré parce que je suis trop old school, mais tu peux pas être arriéré. Tu peux pas être arriéré si la base d'un combat de lutte, c'est de vendre ce que l'autre te donne. C'est raconter une histoire. Fait que, tu sais, s'il raconte l'histoire, puis le babyface, le face, il faut qu'il aille chercher la sympathie des gens. Il faut qu'il vende, il faut qu'il gratte, comme dans un film, tu sais. On s'éloigne un peu du sujet, mais c'est ça, c'est... Lutte internationale a eu de belles histoires. C'est intéressant de revoir ces tapes-là. Oui, la lutte évolue au niveau des manœuvres, mais le storytelling, les lutteurs qui nous écoutent, les plus jeunes, allez voir de vieux matchs. Ça peut vous donner de très bonnes idées de quoi faire dans vos matchs aujourd'hui. Tu parlais de ton ami le Coy, Pat Laprade, et ça, de nos invités la semaine prochaine pour nous parler de son nouveau projet, ce livre jeunesse que j'ai pas vu, là, j'ai vu passer plein de pubs, là, et de nous parler des Samoans et de tout ce qui se passe à la WWE avec le Bloodline. Et nous aurons bien sûr également Bertrand Hébert, parce que tous les Samoans, et que c'est dur à dire, hein? Samoans qui ont passé, là, il y en a une lignée puis une autre. Alors, Bertrand va nous départager ça la semaine prochaine. Ça va être intéressant. Et en terminant, j'ai encore des billets pour la section Sim. Soyez-y, mesdames, messieurs, pour aller voir PCO, Speedball Mike Bailey, Ansem et moi aux commentaires pour Slammiversary, qu'on appelle également Ansomversary, le soir de mon anniversaire. Donc, tous les auditeurs, j'aimerais ça tous vous voir à Verdun pour me chanter un beau bonne fête bien senti. Il y en a quelques-uns qui m'ont écrit pour commander. Comme tu le sais, j'étais débordé avec la fin des classes. Alors, je m'occupe de mettre ça dans les enveloppes et de poster tout ça cette semaine. Mais il reste encore des bons billets dans notre section. Ne vous gênez pas. Et n'oubliez pas également Simmania 6, vendredi le 12 juillet à 20h à Sainte-Madeleine. C'est au Parc des loisirs, sous une structure. Alors, ça va être vraiment beach party style. Et je vous promets tout un défi pour mon bon ami Handsome JF. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Et Marc, le podcast tire à sa fin. Et de quelle façon? On invite les gens à revenir nous rejoindre la semaine prochaine pour d'autres aventures. Soyez-y, mesdames, messieurs.